Je vais appeler, alors on va rester aussi sur une population, enfin, pas métropolitaine, les Juifs de Tunisie au combat lors de la Première Guerre mondiale. Je cherche Marianne Benieguez qui a consacré une thèse en histoire. Nous allons voir les traces de la religion et lieux du souvenir de ces Juifs de Tunisie au combat. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc le travail que je vous propose ici est extrait de mon travail de thèse qui porte sur les Juifs de Tunisie au combat dans les deux guerres mondiales. Donc le travail sur la Première Guerre mondiale ne constitue qu'un chapitre et le travail sur les traces religieuses finalement est un travail qui n'était pas une recherche première mais qui est arrivé au fur et à mesure de mes découvertes. Alors pour la Première Guerre mondiale, nous avons documenté les parcours de près de 450 Juifs de Tunisie qui ont combattu sur le front occidental et ou sur le front d'Orient. Parmi eux, 59 sont morts et 33 sont blessés. Il s'agit donc d'une micro-histoire qui permet d'éclairer l'histoire de la société coloniale, puisque la Tunisie est sous protectorat français de 1881 à 1956, histoire de la société coloniale particulièrement transformée par les deux guerres mondiales. Les archives que nous avons exploitées sont des archives militaires, administratives, diplomatiques, privées, ainsi que la presse francophone, notamment la presse dirigée par des membres de la communauté juive et publiée en Tunisie et en France. Alors que nous disent ces différentes archives sur la pratique religieuse de ces soldats pendant la guerre et sur la mise en place d'un patrimoine pour commémorer ces morts? J'évoquerai d'abord le fait que ces soldats sont essentiellement des engagés volontaires. Et on va voir que cela induit une relation spécifique vis-à-vis de la religion. Ensuite, nous chercherons les traces d'une pratique religieuse sur le front, que l'on peut documenter, qui sont assez peu nombreuses mais intéressantes. Et puis, on essaiera de voir comment a été matérialisé le souvenir pour permettre les commémorations, notamment à travers les livres d'or et la construction de monuments. D'abord donc, les soldats juifs qui m'intéressent sont des engagés volontaires. C'est une spécificité qui joue sur leur relation avec le judaïsme. C'est un groupe, certes, défini par sa confession, mais il faut savoir que les Juifs de Tunisie sont loin d'être une communauté uniforme. Ce groupe de 450 soldats est issu d'un ensemble plus vaste, puisqu'on compte environ 35 000 Juifs vivant en Tunisie au début du siècle, soit 3% de la population de Tunisie. L'ensemble des Juifs de Tunisie est donc a priori soudé par une appartenance religieuse, la religion juive. Cependant, ce segment de la société tunisienne est marqué par de fortes divisions internes. Certains d'entre eux sont traditionalistes et ils rejettent la laïcité proposée dans les écoles publiques françaises et ils rejettent aussi la modernité des écoles de l'Alliance israélite universelle qui se sont installées sur le pourtour méditerranéen dès la fin du XIXe siècle. Cette alliance israélite universelle a été fondée par Adolphe Crémieux, avocat, homme politique, français de confession juive et fervent républicain. Et dans ces écoles, on enseigne quasiment le programme que l'on trouve dans les écoles publiques françaises et il y a une très faible place de la religion. Et je vous dis tout ça pour essayer de comprendre qui sont les soldats en fait, qu'on va suivre ensuite. Donc les traditionalistes, eux, rejettent totalement l'école publique française, la laïcité à la française, et ils refuseront l'installation d'une école de l'Alliance israélite française, par exemple à Djerba, réputée pour être traditionnaliste. En revanche, à côté de ce groupe traditionnaliste, il y a un groupe beaucoup plus important que l'on appelle assimilationniste, qui réclame la naturalisation des Juifs de Tunisie, à l'image de ce qui s'est passé en Algérie en 1870 avec le décret Crémieux, c'est le même Crémieux dont je viens de vous parler. Et donc en Tunisie, la naturalisation n'est pas comme en Algérie, les Juifs ne sont pas français. Et vous avez donc toute une campagne de Juifs de Tunisie qui souhaitent cette naturalisation parce que cette naturalisation en Tunisie ne concerne qu'une mince élite. Il faut vraiment des conditions très très compliquées pour éventuellement prétendre à devenir français. 90% des Juifs de Tunisie sont donc tunisiens. Ils sont sujets du bey de Tunis. Et les assimilationnistes donc, demandent un accès plus ouvert à la naturalisation. Ils veulent sortir du statut d'indigène israélite que maintient le protectorat. Or, les soldats juifs de Tunisie qui nous intéressent sont soit pour
quelques-uns d'entre eux déjà français. Alors ils sont mobilisés en 1914, mais pour la majorité d'entre eux, ils sont tunisiens et ils doivent s'engager volontairement. Parce qu'ils dépendent des lois du Bey, ils dépendent donc d'une loi qui régit le statut des Juifs en terre d'islam. Et ce statut s'appelle le statut de dhimmi, et dans ce statut de dhimmi, les Juifs sont exclus de l'armée. Donc ils ne sont pas recrutés dans l'armée de Tunisie, et donc ils ne sont pas mobilisés par la France. Ceux que j'étudie donc sont essentiellement des gens qui sont très attachés à la France, tellement attachés à la France qu'ils s'engagent volontairement et qui sont prêts à mourir pour la patrie. Et cette démarche d'engagement volontaire sous-entend qu'ils ont déjà bien tourné le dos à leur... alors peut-être pas à leur religion, pas à leur appartenance au judaïsme, mais en tout cas aux pratiques religieuses. Ils sont prêts à laisser de côté le statut mosaïque, leur statut personnel, pour devenir français. Donc en fait, les jeunes soldats que j'étudie sont francophiles. Ils sont scolarisés dans les écoles publiques ou à l'Alliance israélite universelle. Ils sont occidentalisés et cette occidentalisation a abouti à une prise de distance vis-à-vis de la pratique religieuse. Ils n'observent plus désormais que quelques rites, par exemple la circoncision, la bar mitzvah, le mariage, la sépulture quand même, et ils ne se rendent à la synagogue que pour les grandes fêtes. Et les engagés volontaires sont donc dans le groupe assimilationniste, ceux qui sont sans doute les plus distants vis-à-vis de la religion. En revanche, même peu ou pas pratiquants, ils se revendiquent comme juifs, et nous verrons que le souvenir des morts juifs au combat est un enjeu d'identité majeur. Je vous montre d'ailleurs une photographie extrait du journal Tunisia qui représente ces jeunes engagés volontaires israélites tunisiens. Alors, dans ces conditions, y a-t-il des traces de la pratique religieuse sur le front ? Elles sont rares, mais elles ne sont pas inexistantes. Les Juifs de Tunisie qui ont combattu pour la France sont dispersés dans des régiments très divers sur le front d'Occident ou sur le front d'Orient. La pratique de la religion a, semblait-il, été très souvent individuelle, mais à l'occasion des grandes fêtes, ils essaient de se rapprocher des populations civiles. D'ailleurs, dans son étude sur les soldats juifs français, dans la Grande Guerre, Philippe-Emmanuel Landau notait qu'ils ne se souciaient pas des règles alimentaires, ni du Shabbat, mais qu'ils voulaient être présents aux offices des grandes fêtes. Et c'est en effet à l'occasion de la Pâque juive de 1917 que l'engagé tunisien Raphaël Cohen, travailleur colonial, retrouve des coreligionnaires à Bordeaux. Il évoque l'accueil chaleureux qu'il a reçu dans une de ses lettre qui a été interceptée par les commissaires du contrôle postal de Tunis. Dans d'autres extraits de ces lettres arrêtées à Tunis, on trouve l'expression de la foi des soldats juifs tunisiens, soit au moment de la peur de mourir, soit lorsqu'ils espèrent la fin du conflit. Premier exemple, avril 1917, un soldat juif tunisien dont nous n'avons pas le nom écrit « Je t'écris ces quelques lignes pour te faire savoir que j'ai été blessé le 20 avril 1917 sur le plateau de Craonne. Je n'ai jamais vu une boucherie pareille. Sur 900 hommes, 80 seulement sont retournés. J'ai lu le Shimal Israël plus de 100 fois et je ne croyais jamais que je sortirais vivant. » Il y a donc un signe de prière au moment du combat. Autre exemple, Joseph Cohen, né à Tunis, aumônier militaire sur le front de France et décoré de la croix de guerre avec palme, écrit à Joseph Kayat le 17 décembre 1917 à Tunis. Il est plein d'espoir et il écrit « Les Boches sont aux abois. La libération de Jérusalem a une valeur symbolique. Nos prophètes l'ont prédit. Elle augure du triomphe de l'esprit sur la matière, du droit sur la force brutale. » Certains des Juifs de Tunisie se trouvent sur le front d'Orient à partir de 1915 avec les 1er et 2e régiments de marche d'Afrique. Ils y rencontrent les Juifs de Salonique, c'est une communauté de plus de 60 000 personnes. Et pour la Pâque juive de 1916, l'armée offre une permission aux soldats pour assister aux cérémonies. Un film de 7 minutes, réalisé par le service cinématographique de l'armée, montre des soldats alliés de confession juive sortant, donc pendant le film, il y a 5 minutes de la sortie de la synagogue à Salonique, sortant de la synagogue de Salonique. Et parmi eux, on voit de nombreux zouaves des régiments de marche d'Afrique. L'un d'entre eux est peut-être Victor Sebag, du 1er régiment de marche d'Afrique. Il a laissé des centaines de lettres que Philippe-Emmanuel Landau a exploitées. Victor Sebag se dit laïque, républicain, et il affirme qu'il ne pratique pas sa religion en Tunisie.
Mais sur le front, il rencontre le rabbin Josué Prenner, qui fait partie des 5 aumôniers israélites envoyés avec le corps expéditionnaire d'Orient. Et il reçoit de ce rabbin la tefila du soldat. Voilà. Donc vous avez ici un exemplaire, alors ce n'est pas celui de Victor Sebag, mais c'est un exemplaire de la tefila du soldat. Il s'agit d'un recueil de prières de poche, imprimé à 8000 exemplaires par le consistoire central, qui indique la confession du soldat et ses demandes en cas de décès. Au contact de ce rabbin et de la communauté juive de Salonique, Victor Sebag s'intéresse au judaïsme grec et il observe avec un certain étonnement ces très nombreux coreligionnaires qui respectent la tradition du Shabbat avec une très grande rigueur. Pour le Yom Kippour de 1916 à Salonique, il communie, alors qu'il n'est pas pratiquant en Tunisie, mais il communie lui aussi avec les Juifs de France, d'Italie, d'Angleterre, de Russie et de Serbie qui se trouvent à Salonique. Au total, plus de 200 Juifs sont réunis à la grande synagogue. Nous possédons donc quelques traces d'une pratique religieuse, avant tout au moment des grandes fêtes. Alors qu'en est-il du rituel au moment de la mort du soldat sur le front ? Pour les familles, pour toutes les familles, il y a une question lancinante, c'est où sont les corps ? On a vu que c'est une question qui ne trouve pas souvent réponse. Surtout lorsque le soldat est tombé sur un territoire lointain et inconnu comme le front de France ou celui d'Orient. Cette question donc reste souvent sans réponse puisque, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la moitié des soldats morts au front n'a pas eu de tombe identifiée. Pour les familles de soldats juifs tombés en France ou en Orient, il y a une question supplémentaire. Qu'en a-t-il été du respect du rituel israélite de l'inhumation ? Et en temps de paix, ce rituel suppose notamment la présence de 10 hommes juifs qui récitent le Kaddish. La préparation du corps est spécifique et la présence d'un rabbin est obligatoire. La tefila du soldat permet de signifier sa religion. Le soldat peut remplir une attestation où il demande qu'on l'inhume selon les rites israélites et exige de n'avoir aucun emblème d'un autre culte sur sa tombe. Si le soldat possède ce petit livret visible et intact et qu'un aumônier israélite est présent, alors il peut y avoir un rite funéraire israélite. Pour les Juifs de Tunisie morts au combat, nous avons pu documenter un exemple. Le rabbin Sturz est présent alors que vient de mourir l'adjudant aviateur tunisien Samama, mort pour la France dans la chute de son avion avec 2 autres soldats. Nous sommes le 6 novembre 1917. Et le récit de sa mort et de ses funérailles est publié un an plus tard dans le journal L'Univers israélite, distribué en Tunisie. L'article raconte que 2 autres pilotes de confession juive rendent les derniers devoirs à leurs glorieux camarades. Et cet article peut agir comme un baume pour toutes les familles juives qui ont perdu l'un des leurs sans savoir comment s'est déroulée l'inhumation de leur fils, leur frère ou leur père. Mais c'est une exception. Philippe Emmanuel Landau évoque le fait que souvent, faute de la présence d'un aumônier israélite, un prêtre ou un pasteur assure les derniers devoirs pour un combattant juif. Pour les tombes, dès juin 1916, un emblème avec l'étoile de David en bois ou en cuir est apposé sur les tombes juives. Et une année plus tard, il est remplacé par l'emblème en forme de table de la loi que préfère le consistoire central. Pour l'aumônier israélite Léon Sommer, ces emblèmes sont un moyen de lutter, je cite, contre le monopole que s'attribuent les curés d'enterrer tous les soldats dont on ne veut pas affirmer qu'ils sont des nôtres. Signifier la religion du soldat juif sur sa tombe est donc un élément de respect du défunt, mais aussi constitue un enjeu pour montrer que les juifs ont combattu dans cette guerre. Si le soldat Samama a probablement eu une stèle spécifique, 2 exemples montrent des erreurs qui ont été faites au moment de la guerre et qui n'ont été corrigées que récemment pour l'une ou qui n'ont pas encore été corrigées. Ainsi, Simon Cohen, né en 1883 à Sfax, s'était engagé volontairement en septembre 1914. Il est mort le 7 mars 1915 dans la Marne et son corps a, semble-t-il, été rapatrié puisque la photo que je vous montre ici est une photo prise dans le cimetière militaire français de Gamart, au nord de Tunis. Elle est surmontée d'une croix chrétienne, toujours aujourd'hui, malgré d'ailleurs le remodelage du cimetière de Gamart. Mais voilà, il n'y a pas eu de demande, donc on a remis une croix chrétienne. Deuxième exemple, la tombe de Simon
Boublil, que vous voyez en photo ici au centre, engagé volontaire, médaille militaire, croix de guerre, mort pour la France en 1915. Sa tombe est ornée d'une croix chrétienne, c'est la photo de gauche, jusqu'à ce que son neveu, Henri Boublil, ne retrouve la tombe dans un premier temps, puis n'obtienne son remplacement, c'est la photo de droite, par une stèle en forme des tables de la loi en 1998. Donc ces deux hommes, Simon Boublil et Simon Cohen, n'avaient pas été repérés comme de confession juive. Après la guerre, désormais, comment éviter que l'engagement de ces soldats juifs soit oublié ? Nous allons voir que maintenir leur mémoire en l'inscrivant dans la pierre est devenu un enjeu politique pour les anciens combattants juifs de Tunisie. Ici, vous avez une photographie du cimetière de Gamart avec une magnifique vue. Après la guerre, donc, en moyenne, 30% des corps des soldats métropolitains, 30% seulement des corps des soldats métropolitains sont rapatriés à proximité de leur famille, mais on est largement en dessous de ce taux pour les soldats d'Afrique du Nord en raison de la distance, comme l'a expliqué Jacques Frémaux. Les monuments aux morts servent donc de lieu de recueillement, de substitution et matérialisent le souvenir. Pour les soldats français, un monument aux morts est inauguré en 1920 dans le cimetière du Belvédère à Tunis par le Souvenir français. Et nous avons un fascicule, facilement disponible d'ailleurs sur Gallica, qui est écrit par le général Dolo, qui fait l'inventaire de toutes les tombes qui se trouvent en Tunisie depuis 1881. C'est un fascicule qui date de 1923. Et donc, on a un monument aux morts, qui est celui-ci, donc au cimetière du Belvédère, qui n'existe plus aujourd'hui. Ce monument aux morts a été déplacé à Gamart, justement. Ces monuments aux morts sont souvent ornés de plaques gravées des noms des soldats morts pour la France, qui reprennent les listes dressées dans les livres d'or. Ces derniers sont officiellement commandés par l'État dans une loi de 1919. Ils doivent recenser les morts pour la France dans chaque commune, incluant les colonies. Sans attendre le projet national, qui d'ailleurs ne sera pas totalement achevé, et alors que le conflit est encore en cours, les Juifs recensent déjà les noms des morts au combat pour documenter leur propre livre d'or. Ce désir de cultiver un certain particularisme alors qu'ils combattent pour la nation française dans une logique d'assimilation montre une très grande vigilance face aux discours antisémites qui prétendent que les Juifs sont lâches. Et l'univers israélite publie ainsi à chaque numéro les noms des Juifs morts pour la France, ainsi que les citations et les décorations. En 1921, l'Alliance israélite universelle publie un livre d'or qui compile les noms de ses anciens élèves de l'Alliance israélite à Tunis, anciens élèves qui pouvaient être français, tunisiens ou italiens. Mais avant 1927, pas de monument aux morts spécifique pour les Juifs de Tunisie. Alors, les anciens combattants juifs de Tunisie, représentés par une amicale, sont conviés aux cérémonies commémorant les morts de la Grande Guerre. Ces cérémonies suivent un parcours allant du monument aux morts du Souvenir français dans le cimetière du Belvédère au monument aux morts indigènes, entre guillemets, construit devant la caserne militaire de la Casbah, essentiellement, ce sont des morts musulmans. Les anciens combattants juifs de Tunisie militent pour qu'un monument aux morts soit érigé et une souscription est ouverte au sein de la communauté en 1922. Ils organisent aussi une très importante cérémonie à l'occasion du retour du corps du sergent Isaac-Henri Bismuth. C'est un événement exceptionnel vu le peu de retour de corps et ça va donner lieu à une très grande cérémonie qui dépasse d'ailleurs le cercle juif. Cet événement exceptionnel a lieu en novembre 1923. Isaac-Henri Bismuth est mort pour la France devant Douaumont. Et le récit de cette cérémonie occupe plusieurs colonnes du journal Le Petit Matin, mais aussi Le Petit Matin qui est entre autres à destination des Juifs de Tunisie, mais aussi du journal La Tunisie française qui est à destination de tous les membres, tous les francophones en fait de la Tunisie. On rappelle dans cet article les engagements et les médailles de ce héros, engagé dans la Légion étrangère en 1908, réengagé dans la Grande Guerre. Il eut une conduite héroïque à Verdun. Il reçut la médaille du Maroc, la médaille militaire, la croix de guerre et fut nommé chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. On voit sur les photos les centaines de personnes qui assistent à cette cérémonie. Il y a les représentants de la communauté juive, des notabilités, mais aussi les représentants de toutes les associations d'anciens combattants. Il y a des représentants de la résidence et du bey. L'article reprend notamment les discours de Victor Sebag, qui était sur le front d'Orient, et qui illustre l'état d'esprit d'un ancien combattant volontaire juif de Tunisie. Je vous en lis un extrait. Il dit « Nous, Israélites de Tunisie, combattants de la Grande Guerre, nous renouons une tradition interrompue depuis 18 siècles.
Nos ancêtres furent aussi de grands guerriers. Après avoir tenu en échec les légions romaines, ce petit peuple finit par succomber sous le poids du nombre. Mais ce fut en Judée que Rome recruta ses plus vaillants légionnaires. Il faut croire que 18 siècles d'avilissement n'ont pas réussi à éteindre complètement la flamme sacrée. Son souvenir vivra, son exemple survivra. Il parle d'Isaac-Henri Bismuth. Cet hommage dépasse le deuil familial ou communautaire, il devient discours politique adressé à toute la société tunisienne. L'enjeu est bien de lutter contre l'oubli et souligner le courage des Juifs dans la guerre. En 1925, la municipalité de Tunis a débaptisé une rue de la Médina de Tunis, la rue du Sel. Bon, ça, c'est le même article dans la Tunisie française. Et là, vous avez, alors c'est une photo récente, vous avez désormais la rue Isaac Bismuth, qui existe toujours dans la Médina de Tunis, qui remplace donc la rue du Sel, où était né le sergent Bismuth. Enfin, le monument aux morts israélites de la Grande Guerre est inauguré en 1927. Les noms des Juifs de Tunisie morts pour la France sont inscrits sur des plaques à l'intérieur du monument et sur les murs extérieurs, ainsi qu'un texte qui rappelle de ne pas oublier ces hommes. À partir de novembre 1930, le cortège qui donc honore les morts pour la France fait une nouvelle halte dans le cimetière israélite du Borgel de Tunis. Et je vous montre, je ne sais pas si vous avez eu le temps de tout lire, mais vous voyez un peu l'état d'esprit de ce texte, ne pas oublier. Et donc, je vous montre ici des photographies qui sont de piètre qualité, c'est les journaux d'époque, où on voit le résident général, les représentants du bey, les anciens combattants musulmans, les anciens combattants italiens, les anciens combattants français, qui sont tous dans le cimetière israélite du Borgel pour finir ce grand cortège de novembre. Ici, on est en 1938 et on a des photos qui sont d'ailleurs d'un peu meilleure qualité et qui montrent que le résident général va dans ce cimetière pour respecter les morts israélites. Bien, enfin, l'amicale des engagés volontaires juifs tunisiens participe en 1932 à la cérémonie d'apposition de la plaque des Invalides à la mémoire des volontaires juifs de la Grande Guerre. L'adjudant Zetoun représente la délégation tunisienne et il dépose une gerbe de fleurs portant un ruban, hommage des volontaires juifs de Tunisie. Cette plaque existe toujours. Donc, vous avez d'un côté l'article qu'il y a dans le Petit Matin, à Tunis, et vous avez la plaque qui existe toujours au premier étage, si vous voulez aller la voir aux Invalides juste à côté. Et donc les engagés volontaires juifs de Tunisie ont voulu participer à cette inauguration. Et pour conclure, alors je mets l'image suivante. S'il y eut donc une pratique religieuse au front, elle fut, semble-t-il, souvent individuelle et intime, et elle n'a laissé des traces que lors des fêtes religieuses partagées. La rencontre avec d'autres communautés juives d'Europe interroge ces hommes tunisiens sur leur propre relation avec la religion, une relation, semble-t-il, relativement distendue. Et cette découverte des communautés juives européennes leur ouvre, comme l'écrivait Victor Sebag, de nouveaux horizons. Mais au moment du décès et de l'inhumation, peu de ces hommes ont bénéficié de la présence d'un rabbin et d'une stèle spécifique. Après la guerre, quel que soit leur degré de pratiques religieuses, et malgré la volonté première de ne pas souligner les différences entre les frères d'armes, les anciens combattants volontaires juifs de Tunisie prennent conscience que revendiquer la participation des Juifs au combat est indispensable face à la recrudescence des attaques antisémites. Bâtir des monuments en souvenir de ces hommes est donc un acte politique. Et ici, vous avez, je ne sais pas si c'est très lisible, mais il y a le récit de cette plaque qui avait été prise en 1940 par les nazis, emmenée à Berlin par Hitler, redécouverte en 1948 et ramenée aux Invalides en mémoire donc, de tous les combattants juifs dans la Première Guerre mondiale. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle page d'histoire qui est de la micro-histoire, mais qui est extrêmement riche par tout ce que vous évoquez, aussi bien en termes de mémoire et de mémoire dans un contexte politique dramatique et celui de la montée de l'antisémitisme, en particulier dans les années 30, la matérialisation du souvenir, la mobilisation de ces anciens, alors ce double mobilisation, de ces anciens combattants en faveur de leurs camarades qui sont tombés au front. Et on a donc là, et puis une diversité aussi des
des engagements, des rencontres. Effectivement, la grande rencontre des Juifs de Salonique, avec les Juifs de Salonique à la Pâque 1916, si j'ai bien noté, et des Juifs alliés, permet aussi peut-être aussi de... Alors, je me posais peut-être la question, est-ce que ce type de rencontre ne contribue pas peut-être également à renforcer l'identité juive de ces soldats? Je pense, en tout cas, parce que j'ai suivi ces hommes jusqu'en 1946, en fait, l'idée d'appartenir à un peuple juif commence à arriver avec la Première Guerre mondiale, avec la rencontre d'autres communautés. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que les morts au combat juifs et le monument que je vous ai montré là soudent la communauté juive de Tunisie, qui était très éclatée, notamment entre juifs européens et juifs présents depuis très très longtemps en Tunisie. On a des Twansa, on a des Grana, il y a des groupes très différents qui ont des cérémonies très différentes et qui avaient 2 parties dans un cimetière, et le monument aux morts est installé au centre, détruit d'ailleurs un muret qu'il y avait entre les juifs tunisiens Twansa et les juifs de Tunisie, européens, et ils avaient deux parties de cimetière, et le monument aux morts est positionné au centre comme une porte, en fait, entre ces 2 parties, pour essayer de réconcilier dans la mort ces hommes. Et cette redécouverte du judaïsme, notamment de soldats, on le voit aussi, on l'avait vu pour des soldats allemands lorsqu'ils conquièrent, l'armée allemande conquiert une partie de la Russie au moment de la guerre entre 1914 et 1917, et ces soldats juifs allemands rencontrent des juifs polonais, russes, et donc du coup ils sont en train de redécouvrir aussi leurs racines juives devant ces communautés qui sont extrêmement pratiquantes.